J'ai créé une entreprise en 1980 à Bagnols-sur-Cèze avec 2 salariés. Le chiffre d'affaires que je faisais était 500 000 euros, donc vous voyez, je suis parti de très bas. En 1985, j'ai créé une petite PME. On avait 20 salariés et on faisait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et en 2003, on s'est développé un vrai PME dans le Gard Vaucluse et on a 70 salariés aujourd'hui. On fait 14 millions de chiffre d'affaires sur l'entreprise Monty. Il y a la partie cadre et agent de maîtrise. Donc dans nos entreprises PME, il y a des cadres, il y a des agents de maîtrise. On a besoin de directeurs de magasins qui sont des cadres, on a besoin d'assistants de direction, on a besoin d'acheteurs, de négociateurs, de responsables logistiques, de responsables administratifs et ressources humaines, de responsables informatiques, chefs de rayon et contrôle de gestion. Ces gens-là sont en général ou des cadres, pour les directeurs notamment assistants de direction, ou des agents de maîtrise pour tout ce qui est chef de rayon et responsable informatique. Voilà. Donc, après, vous avez une deuxième couche donc, de salariés qui travaillent avec nous, sont des vendeurs, des préparateurs, notamment dans la logistique et le sport collectif. Ils préparent les commandes et éventuellement ils achètent ou discutent avec les fournisseurs. Des techniciens qui s'occupent de tout ce qui est matériel, le ski, le cycle, le tennis, on corde, on monte des skis, on répare des skis, on monte des vélos, on répare des vélos. Et secrétariat de comptabilité, puisque tout groupe d'entreprise et toute PME a besoin de services administratifs et financiers. Et il y a plus ou moins 7000 personnes qui travaillent dans le groupe. Et on a après des contrats d'apprentissage et de confidentialisation qui viennent en général un garçon et une fille par point de vente. Et aussi dans la logistique, dans l'entrepôt qui se trouve à Vénéjean aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir, dans un développement, une entreprise a toujours besoin de qualifier son personnel, c'est très important. Malgré la peine de scolarité, quand vous allez mettre votre travail, vous aurez l'obligation et la motivation de vous former et d'évoluer dans l'entreprise. Et on a aussi évidemment intérêt à aller chercher des compétences extérieures et à embaucher des gens qui viennent d'autres univers pour apporter de la richesse à l'entreprise qui se suffit parfois trop souvent à elle-même. Voilà. Donc, de 1998 à 2012, après avoir fait mon entreprise et travaillé une quinzaine d'années dedans, j'ai eu la chance et l'opportunité de diriger Sport 2000 France à Paris. Donc, c'est une société qui aujourd'hui fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 200 salariés, 4 enseignes, Sport 2000, Mondo Vélo, Espace Montagne, c'est spécialisé sur la montagne, et SE2 qui est l'enseigne de chaussures dans les grandes villes. Et après ça, en 2009, j'ai pris la présidence Sport 2000 internationale. J'ai incarné 2 ans les 2 présidences et j'ai fini par celle de l'international. Alors là, j'étais président d'une société à Francfort qui regroupait une vingtaine de pays, avec 2 sociétés, une société marketing, une société achat sourcing, avec 3824 points de vente en Europe et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Aujourd'hui, je suis retourné dans ma boîte, je travaille pour mon entreprise, j'ai des projets qu'on va évoquer ensemble vite fait. Bon, donc, dans ces métiers qui sont les centrales d'achat, des grosses enseignes comme Carrefour, Decathlon, on a aussi des métiers intéressants qui peuvent faire vocation pour vous. Notamment la direction générale de cette entreprise-là, avec les secrétariats généraux, des directeurs administratifs et financiers, des ressources humaines, juristes, comptables, contrôle de gestion, tout ça fait partie du commerce et des écoles de commerce. La direction des achats, avec des chefs de produits, des acheteurs, des assistants aux chefs de produits, la direction marketing, avec le service marketing, les supply chain, vous savez, c'est tout ce qui est logistique, sourcing, manutention, logisticienne, le back-office informatique, où là on touche à l'échange de données à la fois interne à l'entreprise mais externe aussi, et le développement et l'implantation de nouveaux magasins en France ou en Europe de ces sociétés, avec des études de marché, des plans, des agencements et des architectes qui travaillent pour le groupe. Et on finit par la direction d'enseigne, qui sont des gens qui, sur le terrain, dirigent et animent les points de vente du groupe. À ce jour, l'entreprise Monty a plusieurs projets d'entreprise. Je suis revenu pour développer un nouveau projet, pour donner une nouvelle dynamique à la société. Donc on a tous nos magasins à agrandir ou à moderniser. On a une base logistique à déménager qui est à Vénéjean qu'on va donc installer à l'Ardoise, en plein milieu de la route nationale qui va à Avignon, où on aura en plus un magasin de stockage pour déstocker nos biostocks dans cette entreprise-là, dans cet entrepôt-là. Et un sourcing sport collectif, on a une grosse société qui vend à tous les clubs sportifs, mairies, collectivités, conseils généraux, des équipements de sport et des textiles de sport. Voilà. Et j'ai 2 projets d'entreprise externe. Un, c'est le rachat ou la création d'un site internet
Alors le rachat, ça se fait au niveau du tribunal de commerce, il y a une entreprise en difficulté qu'on a l'occasion de reprendre éventuellement. En ce moment, je suis sur une entreprise qui est à Melun, qui est en liquidation judiciaire, qui s'appelle Espace Outdoor et qui vend des produits de montagne, d'outdoor, de trail, de running et de ski. Ou alors on peut créer un site internet et là je vais avoir un partenariat, si je le fais, avec l'école des mines d'Alès, qui apparemment, d'après ce que j'ai compris, j'ai vu ça avec Gare Développement, a une structure qui s'occupe beaucoup du e-commerce. Donc je vais certainement la rencontrer, travailler avec eux éventuellement sur un projet et avec des stagiaires de l'école des mines. Donc je ne sais pas lequel des deux je vais choisir, mais un des deux sera choisi. Ça c'est le projet Monty. J'ai beaucoup travaillé aussi, j'ai beaucoup, ayant dirigé des boîtes d'affaires internationales, travaillé avec des fonds d'investissement. Donc aujourd'hui je sais ce que c'est un fonds d'investissement, je sais ce qu'est un partenaire dans une entreprise. J'ai participé à des LBO, je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, je pense que les bacs peut-être le LBO, je ne sais pas si... Non, on ne parlait pas de ça à l'école encore, c'est trop tôt. C'est l'école de commerce qui travaille là-dessus. Pour les profs, donc je peux quand même, bon, je l'évoque vite fait. Et donc, je suis en train de développer un projet de développement d'enseigne de sport de ville en Italie. Voilà. Donc, voilà pour cette partie plus personnelle qu'on m'a demandé d'évoquer et pour ce parcours à travers les métiers autour de l'entreprise. Je vais maintenant vous parler du commerce, de sa distribution et de son organisation. Commerce de proximité, donc vous avez plusieurs sortes de commerce aujourd'hui, les commerces de proximité qui sont des commerces locaux que vous connaissez, que vous fréquentez, indépendants spécialisés, vous pouvez très bien monter un petit magasin, une entreprise dans Bagnoles, dans Avignon, dans une ville ou en périphérie, sur du commerce local, où vous êtes le patron de votre commerce et vous devez tout faire dans cette entreprise et que vous approuvez tout ce qui touche à votre métier et à votre commerce. C'est des métiers qui sont très en danger aujourd'hui, que les jeunes ne choisissent très peu souvent, c'est plutôt des métiers vieillissants. On a quelques réussites dans le luxe, dans les services, dans la proximité, les commerces de proximité, les épiceries de proximité qui marchent pas mal, mais c'est devenu très difficile ce commerce-là. C'est pas le commerce aujourd'hui qui a le plus de vent en poupe et les centres-villes souffrent beaucoup. Donc, voilà, ceux qui veulent y aller savent que c'est dur et qu'il va falloir beaucoup travailler pour s'en sortir. Après, vous avez les enseignes nationales, comme les franchises. Une franchise aujourd'hui, c'est un contrat qu'on signe avec un franchiseur. On a des exemples dans la cosmétique, comme le Sephora, dans le service, dans l'agence immobilière, dans pas mal de domaines, où là, vous signez un contrat de franchise, vous avez le droit d'exploiter une enseigne et d'avoir tous les services de l'enseigne, et vous êtes propriétaire de votre fonds de commerce, de votre magasin. Ça, c'est le premier commerce d'enseigne nationale. Après, vous avez le commerce associé. C'est Sport 2000, c'est Intersport, c'est Leclerc, c'est Intermarché. On est propriétaire de nos magasins. Et par contre, on est adhérent et actionnaire d'une centrale, Leclerc, Intermarché, Sport 2000, Decathlon, Weldon, pour citer des gens d'ici, qui habillent. On est actionnaire de notre centrale et on a quand même beaucoup de souplesse, on est bien propriétaire de ce qu'on fait, on a des exigences, des obligations, mais on a aussi une partie qu'on peut gérer en local. Après, c'est le commerce intégré, alors là vous connaissez, c'est des groupes capitalistiques qui valorisent au maximum leur société et la valeur de leur société, et c'est une organisation verticale et centralisée, aucune autonomie des directeurs, tout vient d'en haut. Donc trois sortes de commerce en enseigne nationale, le commerce franchisé, le commerce associé et le commerce intégré. McDo est un très bon exemple de commerce franchisé. On est propriétaire de ses points de vente, on est responsable de son personnel, responsable de sa gestion, responsable des finances, mais on paie une cotisation, une droit d'enseigne et des services à un groupe capitalistique. Le commerce associé, c'est ce que je fais, c'est Sport 2000, je vous l'ai dit, c'est Intersport, c'est Weldon, Leclerc Intermarché, c'est quand même des grosses boîtes aussi. Et là, on est aussi propriétaire de nos magasins, on a beaucoup moins de directives, on est beaucoup plus indépendant et on va chercher que le bon dans les centrales d'achat. Voilà, et l'enseigne. Et on paie les cotisations aussi pour la communication du groupe. Voilà, c'est les trois formes. On va évoquer la création d'entreprise parce que dans l'avenir, vous saurez même, certains d'entre vous pensent pouvoir faire l'étude de commerce pour créer sa entreprise. Alors évidemment, c'est le plus dur, mais c'est encore possible, il ne faut pas se décourager. Et pour ça, il faut que vous ayez je vais vous donner quelques éléments, quelques informations sur la création d'entreprise. D'abord, on peut la créer seule, son entreprise, vous avez des associés, on peut très bien être 2, 3. Néanmoins, pour créer son entreprise, en général, on n'a pas les moyens pour la créer, donc il faut aller chercher dans les banques des crédits bancaires, ce qu'on appelle des CAPEX, en termes techniques. Et là, vous allez avoir une banque qui va vous recevoir, il faudra que le projet soit intéressant, qu'il y ait des fonds propres quand même suffisamment pour démarrer votre projet, et que la banque croit en vous. Donc c'est tout un travail en amont, d'études de marché, de conception, de business model et de résultats. Voilà. Donc ça, il faut quand même des moyens financiers malgré tout. On a du mal aujourd'hui à imaginer de créer sa boîte, même si petite elle soit sans argent, c'est pas possible. Donc
c'est pour ça que des fois on a affaire à la famille, à des associés qui sont des familles ou des gens proches de vous, si vous voulez faire ça. C'est toujours cher d'acheter des stocks, de financer des locaux et de payer l'agencement des magasins. Les banques ne prêtent pas tout et de plus en plus vrai, vous savez que les banques sont de plus en plus désengagées par rapport à tout ça et qu'aujourd'hui le gros problème de notre économie, un des gros problèmes, c'est que les banques prêtent beaucoup moins qu'avant. Le Crédit Agricole cette année a prêté 30% de moins dans le Languedoc-Roussillon que l'année dernière. Donc c'est vrai que pour très jeunes entreprises c'est de plus en plus dur et il faudra de plus en plus de moyens. Voilà. Ça c'est la mauvaise nouvelle du jour. Dans les années 2000 on arrivait beaucoup mieux, les banques étaient beaucoup plus favorables à tout ça et l'esprit d'entreprise était beaucoup plus reconnu. Aujourd'hui c'est moins vrai, on espère que ça changera, que la crise, en sortie de crise, on aura d'autres opportunités pour le faire, surtout pour vous tous là quand même, c'est dommage. Alors il y a aussi l'actionnariat d'entreprise, vous pouvez très bien créer une boîte et être reconnu dans cette boîte et avoir la possibilité d'avoir des stock options, donc des options, des actions que vous payez par que la boîte vous verse au lieu de vous verser des intéressements, donc des salaires. Vous pouvez aussi avoir une action gratuite, des dons d'actions, la boîte peut vous donner des actions si vous êtes méritant, pour vous motiver, pour avoir un contrat d'intéressement ou des actions qui vous sont données gratuitement à l'Assemblée Générale, à la fin d'un bilan, à la fin d'une année comptable, et vous devenez actionnaire de votre boîte. C'est intéressant parce que ça pérenise le salarié. En général, vous partez moins vite de cette boîte. Quand vous partez, vous avez un pécule, vous vendez vos actions, et ça permet de garder plus longtemps les gens dans la société, de les motiver beaucoup plus. Quand on est actionnaire d'une boîte, en général, c'est intéressant de la faire prospérer, de travailler avec la belle management. Voilà. Et on reconnaît la compétence des gens lorsqu'on fait ça, c'est assez intéressant. Après, pour développer son entreprise, pour ceux qui en ont déjà une, il y a des tas de manières de la développer, une entreprise. Il y a 5 modèles. Il y a l'entreprise familiale, c'est des fonds propres et des crédits bancaires. L'association, avec les associés, on peut s'associer avec des gens pour avoir plus d'argent, aller chercher des crédits à la banque pour développer son entreprise. Et puis après, il y a tout ce qui est aussi le fonds d'investissement, business angel, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est assez intéressant. Le fonds d'investissement et les fonds d'investissement, c'est quand même beaucoup plus important puisqu'ils rentrent dans des grosses sociétés, ils investissent, et là, c'est moins la portée de tous. Par contre, il existe aujourd'hui pour les petites entreprises, pour les petits entrepreneurs, une nouvelle forme de développement d'entreprise et d'actionnariat qui s'appelle le business angel. Ce sont des gens comme vous et nous, des gens, des adultes, des gens qui ont déjà une carrière derrière eux, qui ont de l'argent et qui investissent dans des petites boîtes locales. Ça se fait dans la région, dans les PME nucléaires, ils investissent et ils aident donc le chef d'entreprise à développer sa boîte, sont actionnaires de la boîte, et ils participent à l'Assemblée Générale, à la vie économique et surtout la vie sociale et juridique de la boîte. Ça c'est intéressant parce que c'est nouveau, ça permet à les petites boîtes de se développer avec de petits investisseurs, de petits actionnaires, alors que ce n'est pas le cas pour les gros formats d'investisseurs qui sont les fonds d'investissement, qu'on appelle plus, on va dire, plus péjorativement les fonds, les fonds de pension. Voilà. Et puis il y a la bourse, mais là on ne va pas trop en parler, puisque la bourse c'est quand même pour les gros groupes, le CAC 40 et les gros groupes aujourd'hui qui se font valoriser en bourse. Vous avez sûr parler de ça dans vos cours, j'en parle pas plus. Et il y a des fusions-acquisitions où des boîtes pour grossir fusionnent ou s'absorbent pour être plus grosses et pour pouvoir développer leur activité. Voilà, ça c'est la partie création, actionnariat, développement d'entreprise. Bon, on va parler de diversification et de nouveaux marchés, ça vous concerne. Le commerce évolue beaucoup, le monde évolue aujourd'hui, les générations changent, tout va très vite. Et aujourd'hui, il y a de nouvelles formes de commerce qui se mettent en place, qui sont récurrentes et structurelles comme le e-commerce. Vous connaissez tous le e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce est une formidable opportunité pour le commerce, mais un formidable danger pour nos magasins, puisque aujourd'hui, c'est la concurrence de plus. Donc c'est un métier qu'il faut connaître. C'est pour ça que je vous dis que Monty, le groupe Monty aujourd'hui, comme tous les enseignes nationales d'ailleurs le font, on est en train de se poser la question d'investir dans le e-commerce et d'avoir des sites. On a déjà les petits sites qui fonctionnent mal parce qu'on n'a pas mis tous les moyens nécessaires, on n'a pas pris tout le temps qu'il fallait, on n'a pas les gens compétents pour le faire, mais on est en train de réfléchir, je vous l'ai dit au début de la réunion, je suis en train de réfléchir pour faire du e-commerce. Et là, alors là, on va revenir au métier, parce que c'était le but aussi de vous parler des métiers autour du commerce. Et là, il y a des métiers très intéressants dans l'e-commerce, des métiers nouveaux, des métiers de service. Il faut savoir que dans les sociétés qui font du e-commerce, 50% des employés sont cadres d'entreprise et ils sont diplômés d'école supérieure. C'est des métiers à grosse valeur ajoutée, il faut des gens en général très compétents et il y a un vivier de métiers autour de ça, très valorisant, parce que je pense que c'est pas, je ne dévoile pas un secret, quand vous allez travailler, vous aimeriez être le plus motivé possible, le plus responsable possible, avoir les métiers les plus intéressants et gagner le plus d'argent. Donc tout ça, dans l'e-commerce, on a quand même des métiers de salaire et des métiers qui
qui sont très intéressants. C'est un métier d'avenir sur lequel vous pouvez vous pencher si ça vous intéresse. Après, il y a des métiers, des métiers nouveaux, des métiers complémentaires qui sont en train de se créer aujourd'hui. C'est tout ce qui est discount et en grande et moyenne surface. Le hard discount, vous connaissez, tout c'est alimentaire. Il n'y a pas que l'alimentaire. En France, c'est très alimentaire, mais il existe aujourd'hui en Allemagne, dans le pays, et ça vient en France, d'autres métiers dans le hard discount, même si l'e-commerce a une grosse part de marché dans le hard discount. C'est quand même du discount e-commerce principalement. On vient sur e-commerce pour acheter un prix, pour avoir un prix. Le commerce, il faut des négociateurs pour avoir les meilleurs prix possibles, de la logistique pour livrer et pour avoir les frais les moins gros possibles et le plus de services possible aux clients. Et il y a beaucoup de métiers autour de ça, ce que je vous disais tout à l'heure. Après, vous avez les métiers mixtes, commerce et services, qui sont les métiers de la téléphonie, de l'informatique. Ça plaît pas mal aux filles, ça. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui se retournent vers ces métiers. Téléphonie, informatique, ça c'est des métiers fort technologiques, il y a forte valeur ajoutée. Et les derniers, pas le dernier parce que je pourrais en trouver d'autres, mais je voulais évoquer un autre métier aujourd'hui dans le commerce, dans la complémentarité à la diversité. C'est tout ce qui est commerce équitable, on en parle beaucoup. C'est tout ce qui est respect de la nature, respect des hommes, respect des salariés au niveau du Bangladesh, de ces pays-là, des pays de la Chine et tout, où on fait travailler les enfants, vous savez, c'est tout ce métier-là, où on essaie d'avoir une transparence et de travailler et de vendre des produits qui sont des produits équitables, à la fois en termes de recyclage, à la fois en termes de fabrication et d'industrie. Voilà. Ça, c'est les formes de commerce aujourd'hui intéressantes sur lesquelles il y a des métiers aussi qui sont pas mal intéressants, notamment sur le e-commerce et le commerce équitable. Alors les enjeux et les règles de demain, tout ce qui est enjeu de demain pour le commerce, et dans les domaines, tout ce que vous allez voir vous arriver et avoir à faire et à gérer dans les prochaines années. C'est la mondialisation du commerce, le commerce est devenu mondial, vous savez, et une grosse évolution à ce niveau-là. Vous savez qu'aujourd'hui, les sourcings de commerce, lorsque vous achetez dans les magasins aujourd'hui en France, beaucoup de choses venaient de Chine notamment, de ces pays-là, de cette partie du monde. C'est moins vrai aujourd'hui, la Chine est en difficulté, ils n'arrivent pas, ils ont beaucoup de mal à élever le niveau de vie de leurs habitants, il y a beaucoup encore de familles de misère là-bas, ils sont un peu moins sur ce métier-là, de bas de gamme, et donc aujourd'hui, il y a des pays qui prennent de l'ascendant là-dessus. Je vous dis ça parce que ça peut être intéressant aussi, et je vous parlais de l'anglais tout à l'heure, c'est que dans vos métiers, vous serez même demain de partir dans des pays où les boîtes françaises européennes ont des sourcings, et vous allez pouvoir travailler là-bas avec des fortes valeurs ajoutées, avec des métiers très intéressants, que vous avez sur place dans les industries. Alors je vous dis la Chine, c'est un peu moins vrai, c'est en train de diminuer. Le Maghreb est en train de disparaître en ce moment parce qu'avec toutes les crises et les problèmes qu'il y a eu politico-économiques, bon, ben, le Maghreb est en train de perdre beaucoup de parts de marché sur ces sourcings. On a beaucoup moins de produits qui viennent du Maroc ou de Tunisie, puisqu'on n'arrive pas à être livré et que les usines sont des fois fermées ou à l'insécurité totale. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là-bas, de Français, d'Européens qui sont en difficulté, qui exploitent là-bas. Donc c'est moins ces pays-là, c'est moins la Chine, c'est moins eux. Par contre, les nouveaux leaders de sourcing, c'est d'autres pays, c'est le Bangladesh, le Vietnam, c'est l'Indonésie, le Pakistan. Ça c'est les pays sur lesquels les Français partent travailler. C'est les pays aujourd'hui qui n'ont pas de problème politico-sociétal, ça c'est important. Et les pays proches qui aujourd'hui profitent le mieux de la crise mondiale, c'est tout ce qui est l'Euromed, on appelle ça les pays de l'Euromed, notamment la Turquie et les pays de l'Est. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de sourcils qui arrivent des pays de l'Est et de plus en plus de Turquie. Et donc, c'est des pays aussi, il faut envoyer des cadres français travailler là-bas pour contrôler et encadrer toutes les usines de fabrication de ces pays-là. Et toute la recherche aussi, qui se fait parfois en France et parfois là-bas aussi, qui est délocalisée. Ça c'est très important parce que c'est des métiers d'avenir. Hein. On voit le commerce, on voit le petit commerçant du poids, on voit Monty, on voit Leclerc, on voit Champion, Carrefour, mais il y a des tas de métiers qui vont exploser aujourd'hui, qui sont autres que ces métiers-là, que l'on fait aujourd'hui. Et il faut vous préparer, il y a des choses très intéressantes et des carrières très intéressantes à faire parce que c'est quand même super riche de partager dans notre pays et d'avoir accès à ces responsabilités. L'adaptation du commerce. Aujourd'hui, ça vous concerne. On va évoquer un petit peu le commerce de demain, et celui qui est en train de naître. Nous, on doit s'adapter aux nouvelles générations, donc faites partie. Vous n'avez pas du tout les mêmes valeurs que nous. Tout a évolué. Vous êtes des gens, les gens aujourd'hui, 32 ans, son catalogue a été étudié, et c'est avec ces gens-là qu'il faudra construire le commerce demain, en termes de clients, aussi en termes d'entreprise. Je ne sais pas si vous le savez, bon, je le dis chaque année, on vous appelle la génération Y, des 4 I. Vous êtes des individualistes, vous êtes des interconnectés, vous êtes des impatients, des inventifs. Il faut dire que vous êtes des générations qui sont nées avec Internet, ce n'est pas notre cas. Nous, on est quand même de la génération
plutôt de la crise et du chômage depuis quelques années, et de la globalisation. Vous êtes plutôt dans les 35 heures avec la génération SIDA et avec les nouvelles technologies. Nous, quand notre âge, on n'avait pas tout ça. C'est vraiment ça change beaucoup de choses. Et ça, il faut en tenir compte. Et nous, patrons, doivent en tenir compte pour l'avenir. Nouveau mode et nouveau code de consommation. Donc Internet en fait partie, on l'a évoqué, c'est aujourd'hui une évolution énorme. Internet, ça fait partie tous les jours de nos préoccupations. Et nous, à nos âges, chez l'entreprise, on ne sait pas toujours de quel côté le prendre. C'est compliqué. Moi, je suis en phase d'étude de tout ça depuis 6 mois, j'ai beaucoup appris, mais c'est compliqué. C'est un monde qui ne connaît pas vraiment et il va falloir s'appuyer sur les gens plus jeunes avec nous pour traiter cette diversification, parce qu'on n'est pas des gens de ce monde-là. Et c'est toujours compliqué de s'adapter, même si on fait les efforts qu'il faut. Vous voyez, on a nos problèmes aussi. Vous avez les vôtres, on a les nôtres. Et aujourd'hui, pour tenir et pour arriver à rester au niveau de tout ce qui se passe, c'est compliqué, c'est un travail quotidien, une innovation et une remise en cause quotidienne, pour nous aussi. Donc, fort développement, vous le savez, c'est le mode de consommation. Alors, le développement durable, on en a parlé, ça fait partie du commerce équitable, hein, c'est écologie, gaspillage, recyclage, pollution. Là aussi, c'est un nouvel cas d'esprit, des nouveaux cadres de consommation. Les gens commencent à regarder tout ça, de consommer, les étiquettes. L'éthique, on a parlé des gamins à Extrême-Orient qui sont dans des cadres et qui sont pas majeurs. Vous savez que Nike, il y a quelques années, a eu un groupe Nike, qui est le leader mondial du sport, qui ne connaît pas Nike, je crois que personne ne connaît pas Nike. Nike a eu quelques années très peur, parce qu'il y a eu une enquête sur eux, c'est passé sur Capital pour ceux qui l'ont vu, et on s'est aperçu que Nike avait beaucoup d'usines, donc évidemment dans les pays Extrême-Orient, qui fait travailler des gamins de 8-10 ans. Donc ils ont eu un gros problème, il a fallu qu'ils revoient leur copie complète. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui ça n'existe plus, hein. C'est pas ce que je dis, parce que je pense que si on allait voir du prix, il y a encore des problèmes, mais ils ont, du moins sur la forme et sur une certaine façade, remis en cause tout ça et fait attention un peu plus avec l'éthique, parce que ça peut tuer une boîte. La plus grosse boîte au monde aujourd'hui, une boîte comme Nike, je suis certain dans quelques années, s'ils ne mettent pas de l'éthique, s'ils ne mettent pas du développement durable, s'ils ne mettent pas tous ces enjeux modernes, ça peut les tuer en 5 ans. Ça peut les tuer en 5 ans. Parce que le consommateur ne voudra plus. Et c'est très vite fait de dire je ne veux plus du Nike, parce que Nike aujourd'hui, c'est pas ce qu'on veut. Et le dernier sujet qui aujourd'hui est important dans l'avenir, dans la base de données qu'on aura, c'est le juste prix. Les gens ne consomment plus pour consommer, ils consomment, ils essaient d'avoir un juste prix. Ça ne veut pas dire qu'ils ne consomment pas du luxe. Attention, le juste prix, ça ne veut pas dire pour autant le meilleur qualité-prix. Mais si les gens estiment qu'ils ont envie de porter sur eux du Prada ou du Dolce Gabbana, que de toute façon ils sont prêts à mettre le prix, ils achèteront encore de ça, parce que pour eux c'est important d'avoir une marque comme ça, qui est reconnue, qui caractérise une classe sociale ou un réseau ou une tribu de gens qui fonctionnent comme ça. Mais néanmoins, en écoutant un juste prix, on essaie de ne pas acheter les choses trop chères par rapport à la qualité qu'elles ont. Alors, pour parler de la distribution et du mode de consommation, vous savez qu'aujourd'hui la mode, c'est le coaching. On coach tout. À la télé, où j'ai vu même, ça me concerne, qu'il y a des coachings aujourd'hui d'élèves pour, à votre âge, hein, et on va avec lui définir son cursus. Bon, ok, il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon parce que ça oblige les gens à réfléchir et en amont, et je vous conseille de le faire, réfléchir à ce que vous allez faire. Il y a du mauvais parce qu'on est plein entre les mains de gens qui n'ont pas toujours la sensibilité, qui ne peuvent pas toujours savoir, et puis tout ça, tellement d'aléas, tellement d'opportunités, de chance, de malchance, de rencontres, que ça ne peut pas être écrit à l'avance. Mais, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a classé le commerce en 3 parties. Le premier prix, le bas de gamme, hein, tout ce qui est pas cher, ça peut être H&M, ça peut être des petits marchés, ça peut être qui a des marchés, c'est même pas le cas. Des marques des moins chères qui sont très attrayantes parce qu'aujourd'hui elles apportent un prix à un produit, elles permettent de laisser consommer une majeure partie des gens. C'est quand même un programme global. Le pas cher, ces enseignes développées permettent à beaucoup de gens de s'habiller à la mode, plutôt pas mal, ils ont du goût parce qu'on peut trouver des choses intéressantes pour s'habiller à des prix intéressants, mais accessibles à tous les jeunes, à tout le monde. Ça c'est très populaire et c'est très large au niveau de la cible. Vous avez le commerce de luxe qui fonctionne très bien, on n'a jamais tant vendu de luxe. Vous savez que les groupes français qui sont les leaders du luxe dans le monde, avec les groupes italiens, mais les groupes français on va en parler, LVMH et Pinot, PPR, qui ont Gucci, Prada, Dolce Gabbana, toutes ces marques-là, et les marques françaises comme Chanel, Dior et tout, s'en sortent très bien, il y a une petite baisse. Alors attention, il ne faut pas fermer les yeux. Ils progressent grâce aux pays émergents, Chine et autres, et Russie notamment. En France, c'est pas pareil. Si vous allez dans les magasins Vuitton, Chanel, Dior à Paris, vous verrez qu'il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Japonais, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Russes. Ça développe grâce à une clientèle qui n'est pas trop française. Mais le Français qui veut se faire plaisir et qui a les moyens,
est ravi de rentrer pour une femme dans un magasin Dior, Chanel ou Gucci, et pour un homme dans un magasin Prada, Dolce Gabbana, et je sais pas qui, tout Sardi, ou peu importe. Voilà. Donc, c'est deux créneaux, deux niveaux de prix qui marchent bien, deux niveaux de gamme qui marchent bien, de concept qui marchent bien, et au milieu, le moyen de gamme. Et celui-là souffre beaucoup. Donc, vous avez le premier prix, vous avez le luxe. Et aujourd'hui, il y a un gros travail sur le moyen de gamme. La crise a tué le moyen de gamme. On a beaucoup de mal à vendre des produits qui sont des meilleures qualités de prix du marché, mais qui ne représentent pas grand-chose, qui sont trop chers pour les uns, pas assez chers et pas assez bon pour les autres. Donc c'est dans ce créneau-là. Et on va développer un thème là-dessus, comment redonner les lettres de noblesse qui avant existaient à toutes ces marques et à tous ces produits qui sont très qualité-prix, qui devraient correspondre au marché aujourd'hui, mais qui n'intéressent de moins en moins les consommateurs. Donc il faut leur redonner de la dynamique. Voilà un projet intéressant aujourd'hui dans le commerce, et notamment dans le commerce de l'habillement et de l'équipement de la personne. Voilà, donc ça c'était le sujet, et je voulais évoquer le sujet de l'école de commerce. J'ai ma fille en deuxième année, qui a passé un bac ici, ES. J'ai un neveu qui est à l'école de commerce, on retrouve chaque année des stages. C'est savoir qu'à l'école de commerce, pour ceux qui vont choisir l'école de commerce, les problèmes que vous allez avoir, c'est trouver des stages en entreprise. C'est un casse-tête. Les écoles de commerce, elles vous promettent tout. Je ne vais pas les critiquer, elles ont du bon. Mais elles vous promettent toujours des stages, elles ne donnent jamais. À part si vous allez faire une prépa et vous allez sur HEC, ESSEC, École supérieure de commerce. Ces écoles-là, on arrive, elles sont en partenariat avec des entreprises, des grosses entreprises, du CAC 40, elles sont souvent dans des grandes villes, donc souvent elles vous trouvent les stages. Elles vous aident dans les stages. Mais une école de commerce normale, et c'est ce qu'il y a le plus aujourd'hui, c'est dans lesquelles vous allez aller le plus, parce que je souhaite à tout le monde d'aller de faire HEC, de faire EM Lyon, mais il y en a en général peu qui y vont, hein, c'est très sélectif. Et donc vous aurez des problèmes avec ça, donc faites bien attention à ça. Au stage. On a déjà du mal à trouver des stages pour les bacs pro ou pour les aujourd'hui les BTS, parce que toutes les entreprises ne prennent pas toujours, un nombre limité. C'est encore plus important en école de commerce. Et il faut savoir que les écoles de commerce aujourd'hui, c'est important, enfin, je me situe un petit peu peut-être à vous, mais je le dis aujourd'hui, donc je veux l'évoquer, c'est un sujet d'actualité. Les écoles de commerce, vous pourrez tout, quand vous allez faire une porte ouverte, vous pourrez tout. Mais quand vous grattez derrière, il faut surveiller. Il y a des écoles de commerce qui n'ont pas statut d'État, qui ne sont pas reconnues par l'État. Les diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Il y en a qui le sont. Moi, j'estime que quand on fait un bachelor de 3 ans ou un master de 5 ans, si on sort avec un diplôme qui n'est pas validé par l'État, c'est pas terrible. C'est un peu dommage, parce qu'on est resté 5 ans sur les bancs de l'école quand même. Et on a quand même, pendant 5 ans, on a 23 ans, 24 ans, et on s'est assis sur des salaires, sur des niveaux de vie, on s'est privé, on a demandé à ses parents d'aider, et on sort et le diplôme, il n'est pas validé. Et il y en a beaucoup. Et donc, vous avez aussi, vous pouvez rentrer par ces écoles de commerce par des BTS aussi, des passerelles, hein. Bon, ça ok, le BTS, vous pouvez faire, après le BTS, vous perdez un an ou deux, mais vous pouvez, vous connaissez mieux ça que moi, peut-être, on en a parlé, les passerelles. Et après, les écoles de commerce, parce que tous les élèves, et vous tous, n'avez pas envie de faire des prépas. Quand vous avez passé votre bac, faire une prépa, c'est contraignant, tout le monde n'a pas le niveau de faire une prépa, tout le monde n'a pas le potentiel de travail, d'abnégation pour le faire. Et ça, c'est très important. Et donc, il faut que vous choisissiez les écoles de commerce, déjà, qui va vous réfléchissez vraiment à votre cursus que vous aimeriez faire. Et des écoles de commerce qui vous permettent quand même, au fur et à mesure des années, notamment au niveau de la 3e année du bachelor, de pouvoir, par passerelle, changer d'école et faire une meilleure école. Peut-être qui est reconnue par l'État. On peut très bien démarrer d'une école pas reconnue par l'État pendant 2 ans en prépa. J'en ai une, moi, j'ai un exemple. 2 élèves, les mêmes, à 4 ans d'intervalle. La même école, je ne la cite pas, ISEG, Lyon. Ils rentrent tous les deux. Le premier est en 5e année. Il a continué son cursus à ISEG, il n'est pas sorti de ce cursus, alors qu'il pouvait, il finit diplôme non reconnu. Le deuxième, en seconde année, il a vu très tôt que dans cette école, il fallait prendre le cursus Business School, qui a mené à un bachelor qui permettait de rentrer à ISEG Paris, ISEG Paris, classé 20e école aujourd'hui. Sans faire de prépa, pas sur carnet scolaire. À condition qu'en 3e année, ils partent dans un campus étranger bien spécifique pour faire son bachelor. Ils partent tous à l'étranger à l'école de commerce, donc c'est pas un problème. Et là, ça sortira avec une 5e année avec un diplôme reconnu, une école qui est pas classée 20e école française. Donc, alors en démarrant sur une petite école de commerce au départ. C'est que c'est pas une grande école de commerce, c'est une école assez abordable. Le concours n'est pas difficile. Beaucoup d'entre vous peuvent l'avoir, pour commencer. Donc il faut toujours voir au départ si vos moyens sont limités ou si vous ratez le concours ou si vous en réussissez un qui apparemment ne paraît pas attrayant. Regardez d'ailleurs ce qui se passe parce que depuis 2-3 ans, je ne sais pas si on vous l'a dit,
Mais les écoles de commerce sont en train de fusionner, de se rapprocher et de créer des groupes communs. Et donc par rapport à ça, des tas de passerelles vont exister, ce qui n'était pas le cas avant. Donc vous allez faire une école, passer à une autre, sans pour autant avoir des exigences de concours, des fois oui, parfois non, ou de prépa. Mais travailler en amont sur tout ça. Quand vous arrivez au commerce, on vous demande si vous voulez faire du marketing, de l'achat marketing, de la finance, du management, de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat étant une nouvelle branche qui se crée dans l'école de commerce aujourd'hui, c'est créer son entreprise. On va à l'école de commerce, on fait 5 ans, quand on sort, on crée son entreprise. Donc on nous forme à créer notre entreprise. Donc c'est surtout pour des gens qui ont déjà des entreprises dans leur famille ou dans leur entourage, qui veulent reprendre l'entreprise, travailler dans l'entreprise familiale. Après, tout ce qui est au passage, mieux qu'ils prennent le management ou achat. Et donc, dans tout ça, c'est important que vous voyez ce que vous voulez faire, parce que le métier d'acheteur, ce n'est pas le métier de directeur général, et le métier d'informaticien ou dans le commerce ou de financier, ce n'est pas le métier d'acheteur et de marketing. Donc, il faut que déjà vous commencez à regarder tout ça, et travaillez, perdez pas d'années, perdez pas de temps, regardez vraiment, allez voir au fond ce qui se passe dans l'école de commerce, ce qu'on vous propose, et regardez toujours comment est classée l'école et surtout si elle est reconnue par l'État ou pas au niveau du diplôme. C'est très important.